Mon café est un petit peu plus caféiné cette semaine. La dose est accrue. J'en avais besoin. Pourquoi? Pour digérer un peu ce qui se trame sur notre belle planète. Aïe, aïe, aïe. Jeff, Nicolas, salut. 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 On ne parlera pas de la tempête de neige qui sévit dans l'est du pays en ce moment, n'est-ce pas, Nicolas? C'est exact. C'était une demande spéciale de ma part. Et j'ai Merci de la obéi! respecter. Et j'ai obéi! J'ai obéi! Donc, une autre grosse semaine. Et puis, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est de plus en plus difficile de faire le tri, de faire le choix parmi la surabondance de choses qui se passent. Euh, Déterminer ce dont on parle dans une émission, notre fameux menu, là, ça Ouais. devient difficile. Là. Ouais, puis encore une fois, il sera encore question du gouvernement américain cette semaine. Ah, Puis en début de saison, tu sais, on avait beaucoup parlé de la campagne électorale des États-Unis, de Trump, puis on avait fait une trêve un moment donné où est-ce qu'on a dit on n'en c'est parlera vrai, pas. hein? Ouais. Fait que je pense que prochainement, est-ce qu'on pourra le faire? Je sais pas, c'est comme tellement inévitable comme sujet de semaine en semaine. Il y a tellement de grosses choses qui se Ouais. passent, puis ça vient affecter tout le monde là, avec le web Écoute, finalement. Elon Musk étant un patron d'un des réseaux sociaux les plus importants de la planète, ben on n'a pas le choix de parler de ce qu'il fait. Exactement. Mais c'est ça, oui, c'est difficile de choisir les sujets parce que on pourrait faire comme Joe Rogan, puis juste pointer, puis parler pendant 3 heures en sachant pas trop de quoi on parle, mais on peut pas faire ça, puis donc trouver des sujets pour 45 minutes, puis essayer de... Ouais, les choix sont difficiles. Ouais. Nos choix, ben les voici. Comme le disait Jeff, si vous êtes tanné d'entendre parler de Elon Musk, ben désolé, on n'a pas le choix de l'évoquer. Est-ce qu'un coup d'État est en cours aux États-Unis? Point d'interrogation. Pendant ce temps-là, de ce côté-ci de la frontière, ben, certains rêvent d'une mouture canadienne du Doge et entre-temps, ils font leur propre petite recherche dans leur ligne de mire Affaires mondiales Canada. Et aussi, l'IA qui était à l'honneur à Paris cette semaine, le bras de fer se poursuit entre les partisans et les opposants d'un encadrement accru d'une industrie qui empoche sans cesse les chèques en blanc. Est-ce que Q, mesdames et messieurs, est de retour? Ron Watkins a entretenu le suspense cette semaine? Non. Et c'est parti pour notre balado, 18e épisode de la deuxième saison. À mon sens, il s'agit d'une des images les plus fortes de la semaine. Elon Musk au bureau ovale, avec sa casquette vissée sur la tête, comme s'il était dans son salon, son fils XH-A12 sur ses épaules et à côté, Donald Trump, l'air satisfait. Musk, donc, l'homme le plus riche de la planète, a accepté pour la première fois de répondre directement aux questions des journalistes depuis qu'il a rejoint l'administration Trump en tant qu'employé spécial du gouvernement, parce qu'il y a de sérieuses questions qui se posent en ce moment sur ses actions à la tête de Doge. C'est là-dessus qu'on a choisi d'entreprendre notre conversation cette semaine. Jeff, on commence par quoi? Ben, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui se passe avec toute cette histoire-là. Il y a tellement d'informations contradictoires qui sortent de la part du gouvernement, de la part de Elon Musk lui-même, des reportages qu'on lit. Puis quelque chose qui illustre très bien le brouillard autour de ça, là, on l'évoquait la semaine dernière, Alexis. T'as dû faire une mise à jour vendredi matin au balado pour Oui. parler des nouveaux développements, dont le fait que un des employés de Doge d'Elon Musk, Marco Elez, 25 ans, avait démissionné après qu'un compte Twitter raciste lui ait été attribué. Euh, il y a eu des réactions par rapport à ça. Elon Musk a publié un sondage sur son compte X pour demander est-ce qu'on devrait le réengager. Il y a même le vice-président américain, J.D. Vance, qui a dit écoutez, là, c'est juste des vieux tweets stupides. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais est-ce que ça devrait ruiner sa carrière? On se rappelle, là, les tweets en question C'est disaient important de les qu'il rappeler, fallait oui. normaliser la haine des Indiens, disait qu'il fallait avoir un programme d'immigration eugénique aux États-Unis, des choses comme ça, des choses absolument horribles. Abolir les droits civils. Abolir les droits civils. C'est des trucs qui dataient d'il y a combien de temps d'ailleurs? C'était quand même relativement récent, non? Ouais, c'est quelques années. Quelques années. Mais le vice-président était très choqué, non pas par les tweets en question, mais envers les journalistes qui ont déterré l'histoire. Il a dit qu'il ne faut pas encourager les journalistes qui tentent de détruire des carrières avec des gotchas comme ça. Donc, de toute évidence, là, les médias ont rapporté que bon, il allait être réengagé par Elon Musk, mais on ne sait pas parce que l'envoyé spécial de Doge au Trésor américain, Tom Cruise,
a dit devant un juge dimanche, là, sous serment, que, ben non, Marco Elez n'avait plus accès au système informatique du département du Trésor américain. Donc, OK. qui dit vrai là-dedans? J'espère pour Tom Cruise qui a pas menti devant un juge, mais on sait pas. On Mais sait ça pas reste qu'est-ce qui se ambigu, passe. c'est ça. Il y a pas A-t-il d'info. réintégré ou non? On le sait pas. Je veux dire, le fait même que cette équipe-là est en train de refaçonner ou tente de refaçonner l'appareil gouvernemental américain, puis qu'on ait si peu d'informations à leur sujet. Il n'y a même pas de page officielle avec tous leurs titres, leur courriel, leur numéro de téléphone pour que les journalistes puissent les rejoindre. Alors que Musk, justement, à la conférence de presse, disait qu'il faisait preuve d'une transparence exemplaire. Oui, oui. Puis on le mentionnait la semaine dernière aussi, mais tu sais, il a menacé de jeter des gens en prison parce qu'il dévoilait les noms Ouais, des gars exact. qui faisaient partie de l'équipe. Donc on dit une chose et son contraire aussi là-dedans. Là. Oui, mais c'est ça. Comme je disais, il y a un brouillard autour de ça. On ne Mm. sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Il y a eu des juges aux États-Unis là, qui ont imposé certaines restrictions, là, qui ont demandé à Doge de cesser certaines fonctions, de bloquer certaines politiques. Mais c'est pas clair si l'administration Trump va obtempérer aux juges. Ouais. Selon certains observateurs, on s'en va aux États-Unis vers une crise constitutionnelle carrément où le président américain refuse d'obtempérer à des injonctions de juges carrément. On a même vu J.D. Vance, encore une fois, dire que bon, les juges ne devraient pas bloquer le pouvoir exécutif, alors que, d'après ce que je vois, les avocats que je suis disent ben, non, il y a une séparation de pouvoir aux États-Unis. Ben oui. Bien sûr Et que c'est ça. le Ouais. pouvoir judiciaire peut bloquer le pouvoir exécutif. Il y a même l'Association du barreau américain là, qui représente des avocats aux États-Unis qui ont dit carrément, là, regardez qu'est-ce qui se passe, c'est illégal, on ne peut pas faire des choses, outrepasser des injonctions de juges, des choses comme Ou ça. la Constitution même. Oui, carrément. Ouais, carrément. C'est donc ça qui est en jeu. Il y a des enjeux constitutionnels. Il y a la séparation des pouvoirs qui, pourtant, on le croyait, en tout cas, était bien établi aux États-Unis, qui est désormais, en tout cas, à première vue, menacé. Puis ce qu'on constate aussi, Jeff et Nicolas, c'est jusqu'à quel point l'empire commercial de Musk, parce que Musk, c'est 6 entreprises au total, profite de sa symbiose avec l'administration Trump. Et ils en tirent, en tout cas, à première vue, profit de plus en plus. Ouais, mais c'est le New York Times qui a publié un article cette semaine qui expliquait que 11 agences qui sont affectées par des coupures de Doge ont plus de 32 enquêtes en cours contre 6 entreprises de Musk. Donc, il y a carrément une image dans l'article où est-ce qu'on Ouais. voit tous les liens. Ouais. Donc, les enquêtes incluent des amendes de la FAA, la Federal Aviation Administration, avec SpaceX. Il y a aussi le National Labor Relations Board, qui est une agence de protection des droits des travailleurs, qui mène 24 enquêtes sur les entreprises de Musk. Seulement. Donc, tu sais, c'est vraiment là, ce que le New York Times disait finalement, c'est que Musk pourrait personnellement bénéficier des coupures que Doge est en train d'effectuer. Il y a clairement un conflit d'intérêt là où Elon Musk essaie dit vouloir couper dans les dépenses gouvernementales d'un côté, puis de l'autre côté, ben, il est contracteur gouvernemental. Ces entreprises dépendent largement des contrats gouvernementaux ou des subventions. Donc, il y a quelque chose là qui est quand même très inquiétant pour beaucoup d'observateurs. Puis ça aussi, on lui a posé la question à cette fameuse conférence de presse-là dans le bureau ovale. Puis lui, encore, il disait, ben garde, vous voyez ce que je fais, vous voyez la transparence, s'il y a des problèmes, je me ferai critiquer. Fait que lui, il se défend en disant finalement que tout ça est ouvert, tout ça, on le voit. Là. Puis, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est sa défense, la défense qu'il oppose à ces arguments-là. Mais tout ça alimente, Jeff, des scénarios, en tout cas une perception, selon certains, qu'on est en voie de vivre, si ce n'est pas déjà fait, une forme de coup d'État. On entend de plus en plus, on en parlait la semaine dernière, là, il y a même des politiciens aux États-Unis qui commencent à parler de coup d'État. On a vu des articles dans des médias un peu plus mainstream, si on veut, là, qui Legacy Media. qui évoquent l'expression coup d'État. J'ai vu un article quand même assez intéressant dans The Conversation de Lee Morgan Besser, qui est un professeur de gouvernance au Griffith University en Australie. Lui, il dit, écoutez, c'est pas un coup d'État. C'est quoi, alors? Parce que, bon, Elon Musk, il travaille pour le gouvernement. Donc, c'est un peu difficile de parler de coup d'État selon lui. Là. Il viserait pas un remplacement du gouvernement puisqu'il en fait partie. Exactement. Ouais. Le gouvernement Trump a été dûment élu, donc on ne peut pas parler d'un coup d'État. Il parle plutôt de capture de l'État, qui est dans le fond un phénomène où les pouvoirs étatiques s'arrogent les institutions pour favoriser certains amis de l'administration. Donc, on voit dans ce cas-ci Elon Musk très clairement là, qui va probablement tenter de bénéficier là, de sa position au sein du gouvernement. Il souligne dans son billet là, que la capture de l'État, c'est le genre de choses qu'on a vu, par exemple, en Hongrie ou en Russie, donc où le pouvoir étatique bénéficie
à un groupe select Oui. de personnes. Donc, lui voit ça plutôt qu'un coup d'État, ce qui en reste. C'est pas, c'est pas moins inquiétant, Non. mais c'est ça qui, selon lui, il est en train de se tramer aux États-Unis. Ouais, c'est peut-être un concept qui s'applique peut-être un peu mieux à cette situation-là. Euh, Petite citation, j'aime ça les citations. 2015, dans sa biographie autorisée, Elon Musk qui disait ceci: si les règles sont telles que vous ne pouvez pas progresser, alors vous devez les combattre. Hmm. Point à la ligne. C'est ça qui semble l'animer et c'est ce qu'on voit se déployer en ce moment. Ouais, puis un des exemples peut-être aussi qui est lié à cette citation-là qu'on n'a pas mentionné, c'est le Consumer Financial Protection Ouais, Bureau. Aïe, Donc ça, aïe, c'est aïe. c'est- Ouais. c'est un bureau vraiment qui protège les consommateurs de tout ce qui concerne des crimes financiers ou des fraudes, des ouais. choses comme ça. Il y a vraiment... Puis il réglemente également des services financiers. Donc ça aussi, Huh. c'est une des cibles d'Elon Musk présentement. Il a écrit sur X RIP CFPB. Oui, puis tu sais, on a vu plusieurs gens de la tech s'attaquer au CFPB au fil du temps, également au balado de Joe Rogan, on a vu ça. Il me semble que c'était Mark Andreessen qui... Dans le monde de la euh, crypto aussi. c'est Ouais. ça, donc ça, c'est une cible de choix. C'est un caillou dans leurs pieds, dans leurs souliers. Ouais. Voilà, puis justement, le CFPB devait avoir davantage... Ben, l'an dernier a obtenu davantage de pouvoir pour également réglementer les services de paiement mobile comme Hmm. Apple Pay, comme Google Wallet, PayPal Hmm. et tout ça. Et compte de la coïncidence, X qui vise à devenir un Everything App, là, donc une application qui est non seulement un réseau social, mais aussi permettrait d'effectuer des paiements, comme on le fait avec Apple Pay. Ben, ils viennent d'annoncer un partenariat récemment avec Visa pour ça, et ça va être réglementé par le CFPB. Mhm. Et voilà que Musk s'attaque au Ah. CFPB qui devait le réglementer aussi. Puis justement, Mark Andreessen, au balado de Joe Rogan, il a présenté le CFPB comme un organisme qui empêche des personnes qui ont des opinions politiques qui plaisent pas à l'État profond d'avoir accès à des comptes en banque. C'était comme... C'est de cette manière-là que construit l'organisme, alors que la réalité est tout autre, là. C'est pas à ça que sert le CFPB, mais c'est comme le discours qui est martelé un peu Mhm. par Mhm. ces figures importantes de la tech présentement pour venir appuyer l'idée de démanteler ça ou de réduire ses pouvoirs. Puis on voit que Musk aussi maintenant s'y attaque. Mark Andreessen et Elon Musk sont pas seuls. Il y avait aussi Mark Zuckerberg. C'est la combienième fois qu'on parle de son balado avec Joe Rogan au balado, mais au balado de Joe Rogan, lui aussi, il disait ben, le CFPB, là, ils ont trouvé des raisons d'enquêter sur Facebook pour nous attaquer parce que... Mais la raison pour laquelle le CFPB enquêtait sur Facebook, c'est parce qu'ils ont mal utilisé des données pour cibler des publicités. Donc, ils ont utilisé des données de manière illégale selon le CFPB, mais Zuckerberg a construit toute cette histoire comme quoi que c'est une attaque idéologique, alors que les raisons de l'enquête, du moins, semblent légitimes. Donc, on voit vraiment une attaque concertée là, des grands joueurs de la tech contre cette agence-là. Oui, les grands joueurs de la tech qui veulent avoir la voie libre pour faire un peu ce qu'ils veulent, de toute évidence. Puis il y a aussi, excuse, juste dans la même veine, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais Ouais, il y a ouais. aussi la SEC qui envoie des signaux clairs que les poursuites ou les enquêtes envers les compagnies de crypto, on va probablement mettre ça en dessous du tapis. L'avocat John Reed Stark que je suis sur Twitter, là, qui suit ça de très près, dit que c'est la fin du SEC carrément. La Ah oui, SEC à ce qui est point-là. l'organisme américain qui est supposé de surveiller les investissements, les choses comme ça. Selon lui, là, c'est la fin du mandat. Si on indique clairement qu'on ne va pas enquêter certains secteurs dont on est supposé de surveiller, mais en quoi l'organisme sert. Oui. Donc, les gros joueurs de la crypto aussi sont pas mal contents dans les dernières semaines. Aïe, aïe, aïe. Tout ça alimente cette tempête politique. Et puis, gare à ceux qui s'opposent aux actions de Doge et de Musk, parce que là, Trump a amplifié le pouvoir exercé par Elon Musk en signant carrément un décret qui ordonne aux agences fédérales américaines d'obtempérer, de collaborer avec cet organe. On dit, ça s'appelle un département, mais ça fait pas partie du gouvernement comme tel. C'est vraiment un organe qui est à part, mais dont on se sert de toute évidence pour procéder à un démantèlement jamais vu de l'appareil bureaucratique fédéral américain. Puis avant de poursuivre, Jeff, est-ce qu'on a des nouvelles de ceux qu'on appelle les Moscovites? Ceux qui... ces jeunes issus des autres compagnies de Musk qui l'aident dans son entreprise à Doge? Oui, ben on a d'autres nouvelles d'un de ces jeunes hommes-là, Edward Korstein, OK. qui a 19 ans. Bon, il y a eu plusieurs reportages à son sujet la semaine dernière, dont un qui révélait qu'il avait été remercié d'un de ses emplois précédents parce qu'il avait refilé de l'information privilégiée à un compétiteur. Il aurait aussi un nom
utilisateurs qui l'utilisent, on ne sait pas si c'est le sien, mais aurait sollicité des services de pirates informatiques dans un groupe Telegram. On ne sait pas si c'est lui directement ou si là, les services ils voulaient organiser une attaque DDoS. On ne sait pas si ça a eu lieu, là, mais ça lui a été attribué. Il y a aussi un site web qu'il avait enregistré qu'on a découvert qui s'appelait tesla.sexy. Selon des versions archivées de ce site-là, c'était un site d'hébergement d'images non censurées, supposément chiffrées. Et il y a un blog qui s'appelle Muskwatch qui a trouvé qu'il y avait des adresses web qui envoyaient du trafic vers tesla.sexy, des adresses web dont on ne peut même pas répéter le nom ici parce qu'on va se faire retirer notre vidéo de YouTube. Là, mettons des références à la pornographie juvénile, au viol, au suprémacisme blanc, à l'esclavage. Des thèmes assez... On ne sait pas encore qui a créé ces sites web-là. On sait que ces adresses web-là pointaient le trafic vers le site de Edward Korestein. Donc, on ne sait pas à quoi ça servait, mais ça donne un peu une idée des cercles dans lesquels ce jeune homme-là naviguait sur le web. Là, il y a du monde que j'ai vu sur X dire, écoute, il y avait juste 16 ans, tu sais. On a tous fait des conneries quand on avait 16 ans. C'était il y a 3 ans. OK. Le gars, il a 19 ans. Là. Il n'a pas encore terminé l'université. Puis, c'est un du groupe Select d'Elon Musk qui sert en ce moment là, à refaçonner les systèmes internes du gouvernement américain. Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, on voit ce que ça donne dans le contexte actuel. On peut présumer de la suite des choses qu'on va suivre attentivement. Mais tout ce qui se passe en ce moment, au sud de la frontière, ce que fait le Doge, de toute évidence, inspire des gens ici. Résultat, plein de monde, en ce moment, fait des recherches. Et l'objet de leur recherche semble être Affaires mondiales Canada. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent plusieurs programmes qui, selon eux, sont woke, là, d'aide internationale. Donc, on voit c'est visiblement inspiré par ce que Doge a fait avec USAID aux États-Unis. On a vu même Pierre Poilievre, là, cette semaine, qui appelait à couper beaucoup de l'aide internationale. Mais sur Twitter, donc, des gens relèvent des dépenses qui, selon eux, sont ridicules. Donc là, le but aujourd'hui, c'est pas nécessairement de passer au peigne fin toutes les dépenses que les gens trouvent. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? On n'est pas des experts non plus d'aide internationale, mais avec ces enquêtes publiques-là, se glissent de fausses informations aussi. Donc, c'est peut-être plus sur ça que j'aimerais axer la discussion qui suivra. La semaine dernière, donc jeudi dernier, le 6, il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte que la banque de projet d'affaires mondiales Canada, qui est un peu l'équivalent canadien USAID, était inaccessible. Donc, sur Internet. Sur Internet. Donc, les gens se sont mis à passer ça au peigne fin, ont réalisé, hey, ça ne fonctionne pas. Et rapidement, on a vu des idées émerger selon lesquelles que c'est de la censure, là, que le gouvernement essayait. Finalement, maintenant, le monde s'y intéressait, donc le gouvernement essayait de cacher ça. Il y a plusieurs personnes qui ont avancé cette idée-là. Il y avait l'élu conservateur Chouv Majumdar qui accusait le NPD et les libéraux d'avoir tout supprimé. Ça, c'est un conservateur de la région de Calgary. Oui, exactement. Il avait accusé finalement le NPD et les libéraux de cacher ça, de cacher ça du public. On a vu d'autres. Son tweet a une portée de 657 000 vues. Quand même. Il y avait d'autres tweets de comptes plus ou moins anonymes là, où est-ce qu'on voyait une portée quand même d'1 million de vues à peu près. Et il y avait même une vidéo sur TikTok près de chez nous au Québec de l'influenceur Acid Blais qui a été vue près de 400 000 fois qui rapportait cette même information-là. Tu peux plus aller voir, quand tu vas sur le site du gouvernement canadien, ils ont enlevé la place que tu peux voir, c'est que nos taxes vont. Ils ont fermé le site, ils ont dit on ferme. Il y a une affaire, il y a 20 millions de l'argent canadien des taxes qui sert au nord du Ghana à mettre des pancartes sur les plages pour dire de pas chier sa beach. Je vous le jure, c'est pas des farces. Bon, ça mérite quelques précisions, Nicolas. Ouais, on va parler de des plages ghanéennes dans un instant, mais juste pour être clair, là, c'est vrai que l'outil sur le site était inaccessible jeudi dernier pour quelques heures, mais tout de même, Affaires mondiales Canada a précisé sur Twitter que les informations selon lesquelles c'était intentionnel sont fausses. C'était simplement des problèmes techniques et c'était vraiment pour quelques heures seulement jeudi dernier. Donc, c'est de retour en ligne, on a accès à toutes les données et la vidéo d'Acid Blais, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle a été mise en ligne lundi. Donc, ça faisait déjà 2 jours que c'était encore accessible. Donc, vraisemblablement, il s'est informé sur Twitter. Les gens disaient que c'était censuré, mais au contraire, là, tout ça était accessible encore cette semaine.
Et- mais est-ce que Affaires mondiales Canada aurait quand même pu en dire un peu plus sur le fait qu'il y a eu cette panne, ce Ouais. bug informatique? Parce qu'il me semble que quand ça crée autant de désinformation, la meilleure façon d'y remédier ou de mettre fin à tout ça, c'est d'en donner un peu plus d'informations pour calmer un peu les ardeurs de ceux qui croient à ces choses-là. Effectivement, puis le timing, effectivement, est assez particulier et je les ai même contactés, puis ils m'ont simplement redirigé vers le tweet. Donc, ça aurait été le fun de comprendre pourquoi est-ce que c'était inaccessible. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de gens qui visitaient le site en même temps? Est-ce que c'était de la maintenance prévue? Donc, dans ce cas-là, encore une fois, on voit que l'opacité Ça des aide pas. institutions alimente aussi ces Absolument. On a déjà eu désinformations-là. des épisodes du genre là, au décrypteur où on contacte une agence gouvernementale, on leur dit regardez, il y a ça qui circule sur les réseaux sociaux, tout le monde panique, pouvez-vous nous donner une réponse? Tu sais, on essaie de comprendre, puis ça prend des jours, ça m'a déjà pris même une semaine à avoir des réponses. On dirait qu'ils prennent pas au sérieux ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, alors que ben, les gens s'informent sur les réseaux sociaux, puis dans le vide de l'information, s'il n'y a pas d'information fiable ou d'explication, ben, c'est la spéculation qui va prendre le dessus, s'il n'y a pas d'information fiable. C'est ça. C'est exactement ça. Salut, c'est c'est facile à comprendre, en tout cas. Ce qui est un peu aussi intriguant, c'est ce que disait Acid Blais Ouais. dans la fin de son extrait qu'on a écouté tantôt, là, cette histoire du Ghana, des plages, de défécation. De quoi s'agit-il, Nicolas? Oui, ben d'abord, dans la vidéo, on voit une affiche où est-ce qu'on voit quelqu'un qui est en train de déféquer sur une plage et qui, bon, sensibilise les gens. Ils disent les plages, c'est pas des toilettes, allez pas ici. Écoutez, c'est vrai que le gouvernement canadien a financé cette initiative-là à la hauteur, par contre, de 850 000 et non de 20 millions de dollars. Ça faisait partie d'un projet plus large d'Affaires mondiales Canada qui, lui, effectivement, avait un budget de 20 millions, mais cet aspect-là du projet, on parle seulement de 850 000 qui avait déjà fait sourciller. D'ailleurs, en 2018, il y a eu de la couverture médiatique là-dessus, où est-ce que les gens questionnaient l'implication du Canada là-dedans, parce qu'on voyait le logo du Canada sur l'affiche. Donc, c'est donc le financement d'une campagne de sensibilisation pour contrer la défécation en public dans un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est ça? C'est ça, qui est effectivement dans le nord du Ghana. Mais c'est pas 20 millions, c'est 850 000. Il y avait des articles à l'époque et cette information-là a refait surface maintenant avec cette vague d'enquêtes sur Affaires mondiales Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette campagne-là ne portait pas seulement sur de l'affichage pour conscientiser les gens, mais sur plusieurs autres choses, dont l'approvisionnement en eau, l'hygiène, l'assainissement pour les écoles, les écoliers. On parle vraiment là-dedans de l'installation de latrines pour le lavage de mains et autres. Donc, il y a plusieurs aspects à ce financement-là et pas seulement 20 millions de dollars en affiches, disons. Mais Si on- passons-y deux instants. Là. Ce pays-là a 60 ans, 61 ans d'indépendance. Ouais. Et une grosse proportion de la population n'a pas accès à des toilettes, à des latrines. C'est du sérieux en matière de santé publique, il me semble. Là. Oui, exactement, parce que c'est à l'origine de plusieurs maladies et d'infections, le fait que des gens doivent déféquer en public. Et on parle quand même d'une pratique de 17 de la population. 17 de la population. C'est un problème majeur et c'est vraiment une question de manque d'accès dans ce cas-là. C'est cher des toilettes, il y a un taux de pauvreté qui est élevé. Il faut des initiatives comme ça pour aider les gens. Et comme de fait, cette initiative-là de l'UNICEF, parce que le Canada a fait, c'est un partenariat avec l'UNICEF et le gouvernement du Ghana, on parle de quand même 18 000 toilettes domestiques qui ont été installées dans le cadre de ce projet-là. Donc, il y a un effet tangible de ça. On parle de 208 000 personnes qui ont bénéficié de ça. Donc, on ne parle pas juste d'affiches, on parle aussi d'installations. On me précise quand même que la contribution financière du gouvernement canadien, c'était pas pour des toilettes domestiques, mais plutôt pour des installations dans des écoles, dans des institutions et des choses comme ça, mais en demeure pas moins. Des gens en ont bénéficié et c'est pas seulement des affiches là-dedans. Mais bon, l'aide internationale, c'est un sujet qui est quand même complexe. Il y a des projets peut-être qui sont discutables là-dedans, mais celui-là en particulier, je pense, justifie pas mal. Là. Et d'ailleurs, c'était l'administration précédente. Oui, c'est important de le noter parce que ce projet-là, il a été parti en mars 2015 et Non. on a vu des gens sur les réseaux sociaux dire ben vous voyez comment Trudeau dépense votre argent. Ben en 2015, à ce moment-là, c'était encore les conservateurs Tiens. qui étaient au pouvoir et au moment où cette campagne d'affichage avait été scrutée en 2018, ben il y a même l'élu conservatrice Michelle Rempel qui avait défendu ça en disant que c'était important que le Canada participe à des initiatives comme ça, en disant justement que c'était une affaire sérieuse finalement de la défécation à air ouvert comme ça. Donc,
Voilà, visiblement, il y avait un appui bipartisan à ce projet-là au fil des ans et c'était pas quelque chose qui était une initiative des libéraux de Justin Trudeau. C'est la même chose qu'on voit aux États-Unis là, quand Elon Musk a envoyé le coup d'envoi pour que tout le monde attaque USAID, qui est l'organisme américain qui envoie de l'aide internationale. Les internautes sont allés dans des registres publics, essayer de trouver des dépenses de USAID, puis dire que ça n'a pas de bon sens. Faire du cherry picking, finalement. Ouais, ben souvent, c'est pas pour défendre quoi que ce soit, là, mais souvent des projets d'aide internationale, tu peux pas le prendre hors contexte. Ça fait partie d'entente internationale entre le pays qui reçoit l'aide et le pays qui donne. Donc, on n'a pas, juste en regardant la dépense elle-même, on n'a pas souvent le portrait complet. Puis, il y a des choses qui ont été prises hors contexte avec USAID. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était l'idée comme quoi USAID finançait des médias pour attaquer Donald Trump. Ils ont trouvé quelque chose comme quoi USAID avait envoyé 8 millions de dollars à Politico, qui est un média d'information. Politico qui avait sorti des histoires sur Donald Trump. Puis on disait, regardez, le Deep State finance des médias libéraux aux États-Unis pour attaquer Trump. En fait, c'était même pas 8 millions de USAID, c'était 8 millions pour le gouvernement américain au complet. Puis c'est des abonnements à Political Pro qui... Oui, il y a des articles de nouvelles, mais c'est aussi des outils pour traquer la législation aux États-Unis. Les politiciens puis les staffers, qu'on appelle, s'en servent. Puis il y a la politicienne Lauren Biebert sur Twitter qui a critiqué ça. Puis des internautes ont trouvé, ton bureau en avait 3 de ces abonnements-là. Donc, toi-même, tu as financé les evil liberal media. Donc, c'est ça, quand on comprend pas ce qu'on voit, puis souvent, c'est une ligne dans un rapport qui dit, on a envoyé tant d'argent à telle personne, on n'a pas le portrait complet, puis ça crée ça crée un environnement de chasse aux sorcières un peu. Là, USAID, là, c'est la bête noire sur les réseaux sociaux, sur X en particulier, où on essaie de leur attribuer tous les mots en regardant chaque scène de financement qui ont dépensé. Oui, puis c'est sûr que dans un contexte de chasse aux sorcières, ce qui prédomine, c'est le biais de confirmation. C'est ça qui oriente les choix, les éléments qu'on brandit héroïquement ensuite en guise de preuve. Bon, je vais me calmer. Nicolas, on va faire quand même une petite mise à jour sur un dossier que tu suis de près, de façon générale, l'ingérence étrangère. Parce que dans le cas de Chrystia Freeland, il semble avoir eu une activité malveillante coordonnée dont elle a été la cible. Oui, c'est ça. Dans sa course à la chefferie du Parti libéral, on parle de plus de 30 comptes d'actualité sur WeChat qui étaient impliqués dans une campagne de désinformation à son endroit. Ça a été vu par entre 2 et 3 millions d'utilisateurs. C'est ce que nous avait appris cette semaine le mécanisme de réponse rapide qui relève d'Affaires mondiales Canada. Donc, tout vient de là. Et ça fonctionne. Mais donc, eux, leur job, finalement, c'est de surveiller justement la désinformation qui circule. Ils faisaient ça seulement pendant les campagnes électorales, mais maintenant, leur mandat a été élargi pour aussi s'appliquer aux courses à la chefferie. Donc, voilà, on voit que Chrystia Freeland a été touchée par ça. Il n'y a pas énormément de détails qui ont été fournis, finalement, mais on sait qu'il y avait une activité coordonnée et malveillante, entre guillemets, comme on dit. Et Mme Freeland a dit qu'elle ne se laisserait pas intimider par les C'est Chinois. important quand même de soulever. C'est important de soulever le fait que ça a été aperçu sur le radar de cet organe-là. Ouais. Et d'autant plus qu'on sait que dans les prochaines semaines ou prochains mois, ça reste à voir, il y aura une élection fédérale. Donc, un potentiel pour ce genre d'action malveillante-là. Et Nicolas, on connaît aussi maintenant qu'on a parlé de Mme Freeland, ton petit penchant pour la Roumanie. Ben oui. Tu développes une petite expertise en matière de politique roumaine, mais il y a du nouveau, là. On a dit qu'on suivrait l'histoire. Ben oui, donc, c'est comme simplement promis. pour dire que le président Klaus Iohannis a démissionné. Mardi, il devait rester en poste jusqu'à l'élection qui aura lieu en mai. On le rappelle, les résultats avaient été annulés carrément de l'élection présidentielle à cause d'ingérences soupçonnées, notamment sur TikTok. Et il y avait vraiment une espèce de grande grogne populaire face à ça. Il allait faire face à un vote de mise en accusation ou d'impeachment, comme on dit en bon français. Et donc, avant de faire face à ce vote-là, il a décidé de démissionner. C'est le président du Sénat qui le remplacera. Et si vous voulez plus de détails sur cette ingérence-là, on en a parlé au balado précédemment, mais ça a aussi fait l'objet d'un reportage de notre émission en début d'année. Le reportage est sur YouTube. On mettra le lien ça vaut dans la peine. description. C'était l'histoire finalement de Colin Georgescu, ce gars qui est sorti absolument de nulle part ou presque peu connu du grand public, apparaissait sur aucun sondage en début de campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle et gagne le premier tour grâce à TikTok. Il a tout misé sur TikTok. Donc, soupçon d'ingérence étrangère. On suivra ça de près. Premier tour qui sera repris au mois de mai. Donc, assez bientôt. IA, parlons IA et de ce sommet, cette grand-messe de l'IA à Paris.
Il y en avait eu 2 autres auparavant, n'est-ce pas, en Corée du Sud et en Grande-Bretagne. Et là, c'était au tour d'Emmanuel Macron de convier les grands bons de l'IA parce qu'il y avait les patrons de OpenAI, Google, DeepMind, d'Anthropic, Narendra Modi qui était le si on veut, président de ce grand sommet-là. Elon Musk a été invité aussi. Justin Trudeau était là-bas. Bref, grosse. Musk n'est pas allé. Musk n'est pas allé. Mais déjà, l'invitation a Ouais. créé un malaise. Mais bref, c'était une grande rencontre au sommet pour des personnes qui, certains se soucient de l'encadrement défaillant qu'il y a autour de cette industrie-là. D'autres veulent se battre contre cet encadrement. Et là, ce que je crois décoder, corrigez-moi si je me trompe, c'est que l'Europe semble avoir des doutes. Elle qui avait pris les devants en matière d'encadrement de l'IA, on a des doutes, on veut reculer, on a peur, on veut pas se faire damer le pion, on a peur de manquer le train. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un meme qu'on voit souvent sur X dans les cercles là, de AI Bros, si on Les veut. Là. IAC. Quand il y a eu l'annonce de DeepSeek, là, l'IA chinoise qui réussissait là, à faire des exploits avec peu de budget, il y avait un meme où tu voyais la Chine puis les États-Unis qui sont comme let's go, c'est l'intelligence artificielle, puis là tu as l'Europe qui sont comme non, on va te réglementer. Puis on voit le même meme où est-ce que justement on voit les États-Unis qui sont forts avec l'IA, puis l'Europe est représentée par comme le couvercle de bouteille d'eau européen, qui est, tu sais, parce qu'il reste collé à la bouteille, puis en tout cas il y a plein de blagues là-dessus. Fait que oui, effectivement, c'est. Mais ça, ouais, l'Europe a cette image-là de tenter de réglementer les géants du web Plus un que petit d'autres. peu plus. Bon, le GDPR, puis ces choses-là qui font réagir des gens comme Mark Zuckerberg et Elon Musk, bien sûr, qui n'aiment pas trop la réglementation. Oui, puis c'est ce qu'on apprenait. Il y avait Kevin Roose du New York Times, journaliste technologique, qui est quand même quelqu'un qui est souvent beaucoup dans l'emballement Ouais. technologique. Lui était sur place à ce sommet-là. Puis un de ses constats, il a pondu un petit article avec plusieurs constats du sommet. Puis il disait qu'un des constats, justement, c'est que l'Europe semble regretter ces réglementations. Macron il a obtenu des arguments contre une réglementation punitive de l'intelligence artificielle. Il est devenu un cheerleader de Mistral AI, qui est une des startups les plus en vue en France là-dessus. Mistral. Mistral, mes excuses. C'est-tu comme ça qu'on le Ben dit? oui, comme la chanson de Renaud, Mistral gagnant. Mistral. Ah bon. Fait que, mais tu sais, malgré tout, la législation européenne qui encadre l'IA Oui. va. Ça va de l'avant s'appliquer. malgré tout. Là. Ça va de l'avant en 2026. Puis si on regarde cette législation-là, honnêtement, est-ce qu'elle est si contraignante que ça? Vraiment, ce qu'on exige, c'est davantage de transparence de ces entreprises-là en général. Quand les technologies représentent un plus grand risque, il y a différents niveaux de réglementation en Europe avec cette législation-là. Mais malgré tout, aux yeux de ces géants de l'IA-là, les exigences de transparence et en gestion de risque de l'IA, notamment quand il est question de la santé et des choses comme ça, ce serait trop pour plusieurs de ces entreprises-là. Malgré tout, il y a une déclaration qui a été signée par tous les participants au sommet, sauf les États-Unis et le Royaume-Uni, où est-ce qu'on parle vraiment d'une diversification de l'écosystème de l'IA, d'avancer les intérêts de l'humanité, d'avoir vraiment un milieu qui est ouvert, Éthique. coopératif, éthique, transparent. Donc, c'est des grands principes comme ça qui a été signé par 57 pays et le Vatican. Mais les États-Unis... Bonne celle-là. Oui, non, le pape Pour aussi vrai? en a parlé. Ah, Oui, le pape en a le parlé? pape était comme, ouais, c'est bon. J'ai c'est pour- vraiment hâte de voir le LLM lancé par le Aïe, aïe, Vatican aïe, pour la aïe, aïe. liturgie. Là, ça va être malade. Mais wow. les États-Unis et le Royaume-Uni, eux, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Puis J.D. Vance aussi a fait une sortie assez remarquée au Ah oui, sommet. Là. oui, tout à fait. J.D. Vance qui est allé une sortie finalement en droite ligne avec le ton parfois vindicatif, agressif que peut avoir l'administration Trump quand il est question de commerce. On veut garder les devants. Et c'est ça qui se joue en ce moment. Hein. C'est une lutte entre plusieurs acteurs qui ne veulent pas être largués par le train qui roule à pleine vitesse de l'IA. là. Ce discours-là de J.D. Vance a beaucoup fait réagir chez les partisans de l'intelligence artificielle là, en disant que c'était le discours le plus IAC qu'on n'a jamais vu de la part d'un politicien mainstream. IAC, là, le Effective Accelerationism, dont on a déjà parlé, là, cette idée-là qu'il faut accélérer au maximum l'innovation technologique. Puis Vance, tu sais, dans son discours, il dit finalement qu'en essayant de réglementer, on essaie de tuer une industrie transformative au moment où elle décolle. Donc lui, c'est ça, il plaide pour quasiment aucune réglementation. On sait que c'est un apôtre de Peter Thiel aussi. J.D. Oui, Vance est très exactement. influencé par ce milieu de tech-là. C'est encore la vision catastrophiste ou utopiste. C'est ça les deux voies qui sont privilégiées dans beaucoup des discours publics là-dessus, alors qu'il existe une troisième, quatrième, cinquième voie à ça. Puis, un autre constat de Kevin Roose dans son article, il dit que ces discours catastrophistes-là
Ils ont pris le bord un peu. Les Yoshua Benjo de ce monde là, qui parle des robots qui vont tous nous tuer. On prend plus ça trop au sérieux dans le milieu. On essaie d'être plus optimiste, finalement. Oui, tout en oubliant ou en ne percevant pas, disait Kevin Roose, ces décideurs politiques ne semblent pas percevoir la vitesse avec laquelle cette technologie-là se développe. Ou sont-ils lucides et pensent-ils que cette IA, ce AGI, là, cette intelligence artificielle générale qui surpasserait l'être humain, Ça elle s'en n'est vient, là, peut-être ça pas... s'en vient, Sam Altman a dit. Mais ça se peut-tu finalement que c'est peut-être pas pour demain, comme le promettent plusieurs des géants? Chose certaine d'un petit clin d'œil en regardant le Super Bowl dimanche. J'ai eu un petit déjà-vu du Super Bowl il y a quelques années, là, le fameux Crypto Bowl, où il y avait des publicités de crypto tout le long. Puis cette année, c'était les compagnies d'IA qui avaient des publicités quand même assez vagues. On parle d'innovation, de changement de la technologie, mais pas vraiment d'application tangible. Puis il y a un bon commentaire de Ryan Broderick de Garbage Day qui disait ces entreprises-là ne parlent pas de la façon dont on utilise vraiment leurs produits, parce que si oui, dans les commerciales à la télévision, tu aurais une bande de jeunes au Vietnam dans un café Internet qui crée des images d'hôtesses de l'air qui prient à Crabe Jésus pour mettre sur des pages Facebook. Puis j'ai trouvé le clin d'œil quand même assez comique, parce que c'est vrai que de façon tangible, là, ce qui est plus visible de l'utilisation de l'IA, c'est justement cette pollution-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ou des kids qui génèrent des productions écrites par IA au secondaire. Des devoirs, Exactement. Bon, c'est assez. C'est assez pour Elia et Elon Musk. On en parlera une prochaine fois, sûrement plus tôt que tard. On va terminer maintenant sur... ça m'intrigue, là, Jeff. Qu'est-ce qui se passe avec Q? Est-ce qu'il est de retour? Est-ce que l'oracle a parlé? Est-ce que des Q-drops sont apparus en quelque part? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la conspiration QAnon, vous pouvez aller écouter mon balado que j'ai fait avec Brigitte Noël sur QAnon, où on couvre le phénomène de long en large. Mais en gros, Q, là, le personnage central de cette conspiration-là, qui était supposément là, un haut placé dans l'administration Trump, qui publiait des messages à ses acolytes sur un site web qui s'appelait à l'époque 8chan. Le site n'existe plus, c'est maintenant 8kun. Bref, le fils du propriétaire d'8chan, qui ne travaille plus là, Ron Watkins, a publié sur X cette semaine qu'il y a quelque chose qui sortait dans 24 heures. Puis là, il laissait intimer que Q allait revenir. J'attendais ça avec 17 minutes avant l'annonce. Il a dit qu'est-ce qui se passe dans 17 minutes. On sait que 17, c'est le chiffre. C'est le chiffre mythique de Q, parce que Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Eh bien, on a su qu'est-ce qu'il a lancé mercredi. C'est un shitcoin. Ben oui! Quelle surprise! Donc, c'est ce qu'on appelle un shitcoin. Je sais pas en français, laisse-le en anglais. Écoutez, donc oui, c'est une crypto-monnaie à l'effigie de 8chan. Donc, il y a tout un projet derrière ça. Le plus d'argent qu'accumule cette crypto-monnaie-là, il y a des différents paliers où il va y avoir différentes facettes de ce projet-là. Il veut raviver 8chan, donc revenir à l'image de marque originale de 8chan. Puis, si jamais cette crypto-monnaie-là dépasse 500 millions de dollars US en capitalisation du marché, une chose qui ne veut rien dire en crypto, mais bon, s'il y a l'équivalent de 500 millions de dollars US de cette crypto-là qui se met à circuler, il va dévoiler quelque chose avec un personnage mystérieux très intéressant. Mais c'est donc un manque de respect. Mais voyons donc. C'est un manque de respect pour vrai, pour les adhérents de QAnon. Pourquoi tu dis ça, Nicolas? C'est rire du monde. Les adhérents ne l'ont vraiment pas trouvé drôle. Là, en passant, ils se sont sentis un peu lésés. Puis bon, ils pensaient que Q allait revenir. Puis là, on essaie de leur vendre un shitcoin comme ça. Bref, c'est tout à l'image de notre époque, en fait. C'est ça maintenant. La crypto, c'est une façon de monétiser l'attention. Donc, chaque fois que quelque chose se passe, on crée une crypto-monnaie à l'effigie de ce qui se passe. Puis on essaie de espérer profiter en vendant ou en échangeant comme ça. C'est une histoire qui allie mes deux grandes passions, QAnon et la crypto. Donc, il fallait que j'en parle au balado. Hey, merci pour cette belle contribution au balado, mais pour vrai, quelle histoire. Et il y en aura d'autres comme ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on clôt là-dessus, les amis? Allons-y. C'est tout pour cette semaine au balado des décrypteurs. Merci pour les commentaires qui étaient très nombreux la semaine dernière. Plusieurs d'entre eux qui nous font chaud au cœur. Merci. Continuez à nous encourager comme ça et on va continuer à être là pour vous semaine après semaine, infailliblement. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Allez, salut.